Ok, bon bah, salut tout le monde, moi c'est Naomi, j'ai 23 ans, ça fait à peu près 3 ans que je suis front-end, 2 ans et demi que je travaille chez Troopers, et cette année je suis en train de terminer mon master en dev avec CV Digital. Avant que je commence, j'aimerais bien vous poser une question. Qui parmi vous, dans cette salle, a galéré dans ces 23 dernières années à écrire ou à maintenir du CSS? Donc un paquet de monde. Ça tombe bien parce que je suis là pour vous parler de ça aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'aimerais bien comprendre avec vous les origines du mal. Pourquoi aujourd'hui, en 2019, on galère toujours à écrire du CSS? Donc petit retour en arrière, on retourne 23 ans en arrière, le 17 décembre 96. Donc à ce moment-là, on est en pleine guerre des navigateurs entre Netscape et IE. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs propositions à l'époque pour réussir à styliser un document web. Mais la solution qui a été retenue, c'est CSS pour sa simplicité. Donc au début, voilà, les mecs sont contents, ils arrivent à mettre du texte en rose, ils font des sites qui, à l'époque, étaient stylés et qu'aujourd'hui on trouve affreux. Mais au fil des années, ouais, on n'est plus très chaud, en fait, il y a plein de soucis, et au final, c'est totalement la guerre, on n'arrive plus à gérer notre style, et c'est horrible. Donc les devs, à ce moment-là, sont en situation de guerre totale avec CSS. Et comme nous, les devs, on est un peu intelligents, on a créé plein d'outils pour réussir à gérer notre style. Donc premier problème, c'est ouais, mais CSS, ça manque quand même vachement de fonctionnalités. Donc la réponse à ça, ça a été les préprocesseurs. Est-ce qu'il y a des utilisateurs de SAS dans la salle? Voilà, ça c'était sûr. Pour les préprocesseurs, ça sert à quoi? C'est tout simplement pour ajouter des fonctionnalités qui n'existent pas en CSS, genre pouvoir faire des boucles, pouvoir faire des conditions, tout ça dans notre style. Ensuite, un autre souci qu'on a, c'est ouais, mais créer tous les éléments du UI, en fait, c'est hyper répétitif, c'est hyper compliqué de faire un truc cohérent. Moi, j'aime pas ça. Donc, pour ces gens-là, on a eu les UI kits. Je pense que tout le monde connaît Bootstrap dans la salle. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui sont là, ouais, mais les UI kits, c'est quand même vachement lourd. Il y a 45 variations de boutons et puis des sliders et tout ça. Moi, en vrai, je n'utilise même pas tout ça sur mon site. Pour eux, il y a eu les micro-frameworks. Peut-être que Milligram ou Pure CSS, ça vous dit quelque chose. Après, on a eu le problème du thème. Genre, votre designer a fait 45 variations de boutons différentes où vous avez un dark theme. Ça, c'est assez complexe à gérer parfois en CSS, c'est assez répétitif. Pour ça, on a eu les générateurs. Ensuite, ouais, mais moi, j'ai envie d'utiliser toutes les fonctionnalités de CSS. Ça, c'est plutôt pour les utilisateurs des préprocesseurs, c'est les post-processeurs. La différence entre un préprocesseur et un post-processeur, c'est qu'un préprocesseur, vous allez écrire votre style dans un langage qui n'est pas du CSS. Par exemple, ça va être du SAS, du LESS, et ça va être compilé ensuite en CSS. Un post-processeur, lui, vous allez écrire votre fichier CSS normal, et après, il va y avoir du JavaScript ou autre chose qui va venir y appliquer des transformations. Peut-être que vous utilisez du post-CSS déjà aujourd'hui sans le savoir, par exemple si vous utilisez autopréfixeur. L'intérêt des post-processeurs, c'est qu'ils vont toujours être à jour avec les dernières propriétés CSS en vigueur, alors que les préprocesseurs, eux, faut le temps qu'ils s'adaptent en fait, et qu'ils ajoutent la fonctionnalité à l'outil. Ensuite, un autre problème, c'est ouais, on ne s'y retrouve pas du tout dans ce projet. Et ça, que vous débutiez ou que vous soyez au bout de votre vie avec CSS, vous avez tous eu ce problème. Et pour ça, on a eu les conventions d'écriture et d'architecture. Qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme que si vous n'avez jamais entendu, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais en gros, ça va vous dire comment faire en sorte d'architecturer votre projet, d'architecturer votre style, et comment choisir vos noms de classe pour réussir à mieux gérer votre CSS. Après, le problème, ça a été... Après, un des problèmes qu'on a, c'est... mais j'arrive pas... Et moi, je fais partie de ces personnes, c'est comment choisir ces noms de classe. J'y arrive pas du tout personnellement, je sais pas si c'est le cas pour vous. Et la solution qu'on a eue pour ça, c'est l'approche atomique. En 2 mots, tout simplement, l'approche atomique, c'est une propriété CSS correspond à une classe. Par exemple, si je veux écrire du texte en rouge, un nom de classe, ça peut être texte-red. Ensuite, un autre problème qu'on a tous eu, c'est on veut changer un élément à un endroit précis dans une page, on change, et ça pète tout dans 4 autres pages différentes. Donc une des solutions qu'on a eues pour ça, c'est les CSS modules. Et pour tout ce que je viens d'expliquer comme problème, mais en JavaScript, on a eu le CSS in JS. Alors il faut faire gaffe quand on parle de CSS in JS parce que ça veut tout et rien dire. On a énormément de libs en CSS in JS qui ont toutes des fonctionnalités et des performances différentes. Aujourd'hui, les 2 libs probablement les plus utilisés, ça va être Emotion et les Style Components. Donc voilà, on avait tous nos outils, on est content, on arrive à mettre du texte en rose et à pas trop galérer. Mais c'était quand même la galère, et au final, la guerre était toujours là, et pire, la guerre avait changé. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des gens qui, d'un côté, disent « Ouais, mais de base, en fait, CSS, c'est tout pourri ». De l'autre côté, on va avoir des gens qui vont dire « Non, c'est pas tout pourri, c'est juste que tu sais pas t'en servir ». Et à chaque nouvelle techno qui va sortir,
vous allez avoir des gens qui vont être totalement contre. Là, par exemple, avec Atomic CSS, il y a des gens qui ont lancé des remarques assez salées, que ce soit sur Medium ou sur Twitter, à base de c'est carrément un retour dans les années 90. Donc derrière, bien sûr, on a évidemment les aficionados ou les créateurs de lib. Par exemple, Schoolcat, c'est le créateur de Tachyon, qui sont venus défendre leur bébé. Derrière, pour le CSS in JS, ça a provoqué probablement les pires réactions de toute l'histoire du CSS, où certains médias, par exemple CSS Tricks, ont carrément accusé le CSS in JS de vouloir détruire le CSS. Et évidemment, on a eu des gens qui étaient là, ouais, mais non, en fait, c'est cool, c'est juste que vous savez pas comment l'utiliser, évidemment. Donc, bref, en gros, la guerre avait pris un tournant totalement différent. C'était plus une question de se battre contre son CSS, c'était une question d'outil contre outil. Bref, ça n'avait plus aucun sens. Et puis un jour, on a eu des gens sensés qui se sont posés, qui ont fait, les gars, buvez une tisane et discutez, s'il vous plaît. Donc, bref, c'était un peu comme une demande d'armistice, une demande pour faire la paix. Mais aujourd'hui, comment on fait la paix avec son style? Comment on fait la paix avec cette guerre d'outils totalement stupide? Bah, on commence par se poser les bonnes questions. Donc ça ne veut pas dire quelle dernière techno je dois utiliser pour écrire du style ou pour écrire mon projet. Non, pas du tout. Les bonnes questions, c'est quoi? D'abord, commencez par vous poser des questions sur votre projet en lui-même. C'est quoi mon type de projet? Est-ce que c'est un site vitrine? Est-ce que c'est un e-commerce? Est-ce que c'est une appli web? Est-ce que c'est une appli desktop? Est-ce que je vais avoir du style qui va être partagé entre plusieurs projets différents? Par exemple, est-ce que votre client il a envie d'avoir un site vitrine, un e-commerce et une appli mobile? Et du coup, est-ce que je vais avoir une charte graphique qui va être partagée dans ces différents projets? Est-ce que vous devez gérer des thèmes, que ce soit un dark mode par exemple, ou les 65 variations de boutons de votre designer? Ou encore, est-ce que la roadmap de votre projet prévoit l'ajout de nouveaux styles ou de nouvelles fonctionnalités qui vont nécessiter des nouveaux éléments graphiques? Ensuite, est-ce que le style est vraiment important? Parce qu'en vrai, si vous faites une doc ou si vous faites un back-office, le style, on s'en fout un peu du moment que ça fonctionne et que c'est joli, que c'est à peu près joli. Après, dans quel langage sont vos vues? Si c'est du Twig, du JS ou autre chose, ça va influencer sur votre choix. Comment sont rendues vos pages? Côté serveur, côté client ou en pré-rendering, ça aussi, ça va influer sur, par exemple, si vous choisissez du CSS in JS. Et surtout, quel navigateur, quelle plateforme vous devez supporter. Et enfin, est-ce que certains de vos éléments vont avoir un site dynamique? Ça va jouer sur votre choix de librairie. Et... Pardon, je me suis encore trompée de slide. Et enfin, la dernière question, et c'est probablement la plus importante. Est-ce que vous êtes confortable avec l'outil ou la méthodologie que vous êtes en train d'utiliser? Ça, c'est probablement la question la plus importante, parce que si vous êtes en train de galérer avec votre outil, vous n'allez pas réussir. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour évaluer si vous gardez cet outil ou pas pour votre projet ou pour le projet suivant? Alors là, j'ai inventé un petit concept spécialement pour le Web Today, ça s'appelle la Triforce du respect. Qu'est-ce que vous allez demander à votre outil? Déjà, est-ce que l'outil me respecte? Est-ce que je galère pour l'utiliser ou l'installer ou pas? Même chose pour votre équipe. Est-ce qu'ils comprennent l'outil? Alors, petit tips, s'il y a un fichier shame.css qui se balade dans le projet, c'est qu'ils n'ont pas compris. Et enfin, est-ce que l'outil respecte le client? Donc à la fin, est-ce que mon style il marche sur tous les navigateurs, sur toutes les plateformes? Et surtout, est-ce que j'ai un truc qui est performant? À savoir aussi que la paix, ça se prépare en amont. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant le projet, adopter des outils qui vont vous aider à gérer votre style. Donc utiliser des design tokens, créer maintenant un style guide. Et surtout, adopter des outils qui vont vous aider au moment de la production, qui vont automatiser vos tâches. Donc ça va être par exemple avoir un purge CSS pour enlever tout le CSS que vous n'utilisez pas dans vos sites. Utiliser CSS Nano pour minifier, ou utiliser Brotli pour compresser ensuite votre style. Et franchement, adopter un workflow béton, ça va vous sauver du temps et ça va vous aider grandement avec votre CSS. Petit retour d'expérience. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas un seul outil à choisir. Vous pouvez absolument tout choisir et tout utiliser en même temps. Il n'y a personne qui va venir vous taper sur les doigts en vous disant « Ouais, mais tu ne peux pas utiliser du CSS in JS en même temps qu'un UIKit, en même temps que du post-CSS. » Non, de toute façon, vos repos ils sont en privé, personne n'ira regarder. Moi, personnellement, j'utilise post-CSS, Tailwind, CSS Modules et Emotion pour du CSS in JS. Pourquoi utiliser post-CSS plutôt que SAS? Avant, j'utilisais SAS. Parce que tout simplement, post-CSS est beaucoup plus performant au niveau du temps de compilation. Et en fait, aujourd'hui, tout ce qu'on fait en SAS, on peut le faire en post-CSS. C'est juste une question de module que vous allez utiliser. Ensuite, pourquoi Emotion? Ça, c'est un choix, c'est en fonction de mon projet.
Mais j'ai choisi Emotion parce qu'il gère le server-side rendering. Il est facile à utiliser, il n'y a pas de configuration à faire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Emotion personnellement plutôt qu'une autre librairie de CSS in JS. Côté archi, ça va ressembler à peu près à ça. Donc il y a vraiment très peu de dossiers. Là, je vous ai fait une version simplifiée. J'ai pas mis tout ce qui concerne la config, la config du workflow. Mais si vous utilisez un Gulp ou un Webpack ou peu importe, il y aurait ça en plus. Je vous ai parlé de ma config post-CSS. Elle ressemble à ça. Je vais avoir Easy Import pour pouvoir importer mes fichiers en CSS. Normalize, pourquoi je passe par du post-CSS pour normaliser mon style? C'est que, en fait, quand vous allez utiliser un normalize.css normal, vous allez utiliser plein de styles qui ne va pas forcément être utilisés, qui va venir normaliser d'anciens navigateurs que vous n'allez pas forcément supporter. Là, dans mes projets, ce que j'ai, c'est un browser list RC. Je vais préciser tous les navigateurs que je dois supporter. Et PostCSS Normalize va se baser sur ça pour appliquer vraiment toute la normalisation pour seulement les navigateurs que j'ai choisis. Ensuite, preset env, c'est pour pouvoir utiliser des fonctionnalités CSS qui sont peut-être pas encore sorties. Donc en gros, c'est pour pouvoir utiliser le CSS du futur. Custom media, ça c'est pour pouvoir utiliser des media queries et des sélecteurs custom. Tailwind CSS, je vous en parlerai juste après. CSS Nano, c'est pour minifier. Là, je l'ai configuré pour pouvoir l'utiliser avec des CSS modules. Concrètement, qu'est-ce que ça donne dans un fichier CSS une fois tous ces plugins installés? Vous pouvez avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Là, si je vous parlais de sélecteurs custom, les voilà. Je vais les réutiliser ensuite ici. Le apply, ici, c'est du Tailwind. Et ici, vous avez normalize. Pour les imports, en fait, je vais avoir un seul point d'entrée pour tout mon style. Ça va être mon index.css. Il va juste importer tous mes autres fichiers. Tout à l'heure, je vous ai parlé de design tokens sans forcément vous expliquer ce que c'est. En fait, un design token, ça va être la plus petite unité graphique, si je puis dire, dans votre GUI. Donc ça va être toutes les couleurs qui sont utilisées, toutes les tailles de typo, tous les types de grâce de typo, toutes les fonts family, tous les border radius, tous les box shadows, tout ça. Tout ça, je vais l'indiquer dans un gros objet. Dans un gros objet. Je vais indiquer aussi toutes mes valeurs de grille, donc les breakpoints, etc. Et pourquoi je fais ça? Derrière, en fait, je vous ai parlé de Tailwind. Tailwind, c'est plus qu'une simple librairie d'Atomic CSS. En fait, il va pouvoir générer pour vous toutes les classes que vous voulez. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je vais importer mes design tokens, et derrière, je vais utiliser juste un spread operator pour indiquer quelle valeur générer. Donc Tailwind va générer ça, et en plus, il va générer toutes les variantes, que ce soit responsive, et aussi les variantes de pseudo-elements, par exemple les focus et les hover. Donc ça, c'est très cool, et ça prend, ça fait économiser beaucoup de temps. Concrètement, du coup, après, dans un fichier, comment ça se passe? Ça va ressembler à ça. Donc je me fixe certaines règles quand je vais écrire un composant. Tout d'abord, je vais commencer par essayer d'appliquer le plus possible les classes de Tailwind. Donc voir ça va donner de l'urticaire à certains, mais du moment que ça ne donne pas de l'urticaire à mon équipe, moi, ça m'importe peu. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé de thème et de comment gérer un thème. Concrètement, moi, ce que je fais, c'est que je prends un objet et je fais juste une template literals pour appliquer mon thème. Derrière, après, si j'ai besoin de faire des styles beaucoup plus poussés, là, je vais utiliser des CSS modules. Concrètement, en gros, c'est si je ne peux pas utiliser une classe Tailwind, je vais faire un CSS modules. Ce qui est intéressant avec les CSS modules, du coup, c'est que vous allez pouvoir utiliser les plugins CSS que vous allez installer. Donc là, par exemple, ici, j'applique mes classes Tailwind. Là, c'est PostCSS Custom Selector, enfin Custom Media. Ensuite, derrière, ça, c'est dans un fichier styles.local.css qui fait partie du composant, du dossier du composant. Donc ensuite, ça, je vais l'importer dans mon composant et je vais l'appliquer pareil avec un template literals. Il faut savoir que le nom de classe qui va être généré ici, ça va être un hash unique généré aléatoirement. Du coup, vous n'allez pas vous soucier du nom de classe. Et derrière, si j'ai vraiment besoin de style dynamique qui n'est pas lié au thème, là, je vais utiliser du CSS in JS avec Emotion. Et là, ce que je fais, c'est une simple concaténation de classes. Là, par exemple, dans mon composant, je vais avoir une propriété, par exemple l'URL d'une image, et tout simplement, il va, avec CSS in JS, du coup, il va pouvoir l'appliquer automatiquement.
Évidemment, ça c'est un exemple avec une librairie, enfin avec des vues gérées en JavaScript. Si je suis dans un projet où je fais du Twig par exemple, là mon architecture va changer. Je vais plus avoir de style scopé à un élément. Je vais créer un dossier components dans mon dossier style, et je vais avoir un dossier par composant. Et là, je vais avoir du style, enfin le style dans un index.css. Et je vais adopter une syntaxe qui va être assez similaire à du BEM, un truc à peu près comme ça. Ça, c'est si je suis dans un projet avec du Twig. Après, derrière, si je suis dans un projet en React Native, là, j'ai pas fait de slide, mais c'est pour vous expliquer un peu. Je peux avoir une approche assez similaire avec du style atomique. Je vais utiliser une librairie qui s'appelle Native Tachyon, qui permet de faire du style atomique très simplement. Donc faire la paix, c'est possible, et je vous invite à le faire. Faire la paix, ça veut dire aussi tester des trucs. Franchement, testez toutes les technos que vous pouvez, testez toutes les combinaisons possibles. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous améliorer, il n'y a que comme ça que vous pourrez savoir si ce que vous faites, ça marche pour vous ou pas. Avant de commencer de poster un commentaire négatif ou un tweet négatif sur une techno, testez-la, buvez une tisane, et là, vous pourrez vous faire votre propre avis. Documentez ce que vous faites, parlez-en à votre équipe, ça aussi c'est super important de garder une trace et de partager avec votre équipe ce que vous êtes en train de faire et comment vous le faites. Donc merci à tous. Si vous avez besoin d'exemples plus poussés, j'en ai sur mes repos GitHub. Donc merci à tous pour votre attention, merci d'être venus, et si vous avez des questions, c'est le moment.